Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je vous propose de découvrir Spiral Édition, fondée en 2021 par 4 compères, Guillaume Fepo, Mathias Guillot, Yannick Deplaide et Théo Rivière. Il y a un peu plus d'un an, District Noir, leur premier jeu, n'est pas passé inaperçu. Ce jeu de duel addictif entre prise de risque et bluff a même fait partie des jeux nommés aux As d'Or 2023. Une belle surprise encourageante pour cette jeune maison d'édition. Lors du festival Paris et Ludique cet été, j'avais donné rendez-vous à Guillaume et Mathias pour en apprendre un peu plus sur ce beau début de parcours. Alors, je suis ravie d'être sur le stand de Spiral Édition avec deux des cofondateurs donc de Spiral Édition, Mathias et Guillaume. Comment allez-vous déjà ? Très bien, très bien. Très bien aussi. Donc, nous sommes sur PEL, voilà, ça fait plaisir de vous rencontrer. Et donc, j'ai la chance de vous rencontrer suite à finalement la suggestion de Ben et Chloé de Sous-Scellé, voilà, pour ceux qui vont écouter le podcast. Donc, voilà, je suis donc avec Mathias et Guillaume pour découvrir un petit peu l'histoire de Spiral Édition. Qui veut se lancer pour m'expliquer comment est née cette histoire de Spiral Édition déjà ? Guillaume, tu te lances ? Oui, je me lance. L'histoire, elle remonte en quelque sorte, elle remonte un peu à loin dans la mesure où Mathias et moi-même, on se connaît depuis... on faisait les calculs l'autre jour, ça fait plus d'une quinzaine d'années, je pense maintenant, ouais. Où Mathias était vendeur de jeux dans une boutique et moi j'étais le client assidu qui passait quasiment tous les jours. Depuis le temps, avec Mathias, on s'était toujours dit qu'on avait envie de monter quelque chose ensemble. Une maison d'édition et donc de faire partie un peu de ce milieu qu'on aime tant et dans lequel on gravite un peu tous à notre manière. Moi, en tant que joueur, Mathias est passé par un côté un peu plus professionnel puisqu'il a fait un tour chez Matago, avec la ratio des jeux, enfin ce genre de choses. Donc on avait envie d'essayer de monter quelque chose de notre côté. Le confinement étant arrivé et ayant du temps devant nous, on a décidé de franchir le pas. On s'est vu rejoindre dans l'aventure par Yannick et Théo, qui sont les deux autres associés de Spiral. Et voilà, en fait, on s'est dit, allons-y, faisons quelque chose, essayons d'éditer un jeu. Et puis, advienne que pourra, l'idée, c'était quand même à la base de cocher une case dans notre vie, de dire, on a fait un jeu, quoi. Voilà. L'envie de se lancer, d'être aussi dans ce processus de création. Et donc Mathias, donc effectivement tu es gravité déjà dans le monde du jeu. Je peux me permettre de demander ce que tu faisais chez Matago ? Oui, chez Matago, donc ça c'était il y a maintenant 7 ans, parce que j'ai bossé 2 ans et demi, quasiment 3 ans pour eux. Je suis rentré comme un peu le couteau suisse, globalement, on va pas se mentir. C'était vraiment un moment de la boîte où il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai fait à la fois de l'éditorial en termes de développement, j'ai fait de la gestion de délocalisation, j'ai fait aussi de la communication, du commercial, enfin voilà, j'étais un peu là pour faire beaucoup de choses différentes. C'était il y a 7 ans maintenant, et après ça a duré 2-3 ans, et là je suis reparti dans l'édition du livre ensuite, pendant 5 ans, avant la création de Spiral. J'ai travaillé chez Editis, qui est le deuxième plus gros groupe français après Hachette Livre en fait, donc voilà, j'ai travaillé sur de l'édition jeunesse, du manga, du roman. Mais voilà, on trouvait beaucoup de similitudes, d'où aussi la chronique dans la radio des jeux sur l'édition, de comparer un peu les deux milieux, de celui du livre, celui du jeu. Voilà, il y avait ça, et comme l'a dit Guillaume, ça fait longtemps qu'on gravite tous, en fait, tous les 4. Guillaume l'a bien dit, on est 4 sur Spiral, et tous les 4 on a soit travaillé, soit on gravite. Voilà, on a toujours été proche effectivement de la cafetière, que les gens commencent à connaître un peu, avec ce lieu à Valence qui a été créé par Antoine Boza, voilà, où il y a beaucoup d'auteurs qui gravitent autour de ça, et d'éditeurs, etc. Donc on est hyper content de enfin arriver avec notre proposition à nous. Voilà. Vous parliez de Yannick, c'est Yannick Deplaide, et donc Théo Rivière. Et alors comment ils sont arrivés dans cette aventure-là ? Vous connaissiez comment ? Par la cafetière ? Vous vous êtes rencontrés par d'autres biais ? Moi, j'ai rencontré Théo la première fois, c'était donc chez Antoine à la cafetière, qui est donc à l'atelier d'auteur qu'Antoine a monté il y a maintenant un petit moment. Je ne veux pas dire de date pour pas dire de bêtises, mais ça fait un petit moment maintenant. Et je rencontre Théo tout simplement chez Antoine, autour d'une partie de Magic, ce qu'on a l'habitude de faire à la cafetière. Je rencontre ce personnage haut en couleur et ô combien attachant. Le contact est passé très très rapidement, c'est quelqu'un que j'apprécie des pieds à la tête, parce que voilà, ça s'est passé très naturellement en fait. Et alors comment ils sont arrivés dans l'aventure ? J'avoue que là ma mémoire me fait défaut, parce que c'était à Cannes, me semble-t-il, mais je vais laisser Mathias continuer sur cette histoire-là, parce que là je l'ai plus là. Alors moi j'ai rencontré Théo quand je bossais chez Matago, et que lui était chez Yellow, et aussi à ce moment-là,
pas avec Guillaume, mais on s'était dit un jour on fera une boîte d'édition ensemble. Voilà. Non, mais c'était en fait, il y avait le projet avec Guillaume qui était dans un coin de nos têtes de toute façon. Et en fait, avec d'autres du milieu du jeu, on s'était dit ça serait cool d'un jour passer de l'autre côté, on va dire. Et en fait, c'est comme ça, c'était vraiment plus un délire qu'autre chose. Et au moment où en fait, on a réactivé le projet de monter une maison d'édition, vraiment là pour le coup sérieusement avec Guillaume, j'ai dit mais il y a aussi Théo, franchement ça pourrait l'intéresser de ouf et tout. Et Guillaume m'a dit tout de suite oui en fait, il m'a dit bah évidemment, ça semble logique en fait de rajouter Théo sur le projet, ça s'est fait comme ça. Et après c'est Théo qui a ramené Yannick. Moi Yannick je l'avais vu qu'une seule fois et toi aussi en fait je crois, ou 2 fois peut-être. Moi je l'avais rencontré lors d'un voyage au Japon que j'avais eu la chance de faire avec justement Théo, Antoine, et il y avait 2 autres loulous qui sont Corentin Lebras et Ludovic Maublanc. Et j'avais rencontré Yannick et c'est pareil, le contact est très vite bien passé. Et c'est effectivement Théo qui nous a parlé de Yannick, qui avait envie aussi de participer à ce type d'aventure. Parce que lui, il a quelle casquette? Déjà, il vit au Japon. Et Yannick vit au Japon, voilà. Oui. Alors Yannick, il a une activité à côté de Spiral qu'il a depuis maintenant très longtemps, où il source pas mal de jeux pour le marché français. C'est Théo qui nous en a parlé en nous disant bah voilà, il y a Yannick qui serait partant pour faire quelque chose de ce type-là. Et nous on s'est dit ben chouette, parce que Yannick il a aussi ce côté, c'est ce qu'on aime dans Spiral, c'est cette complémentarité des 4 profils. On vient quand même d'horizons qui sont mine de rien assez différents, même si le dénominateur commun c'est le jeu de société. Yannick il nous apporte énormément de choses, ne serait-ce qu'en sourcing, parce qu'il a un œil assez critique sur les protos, mais aussi pour tout ce qui est communication, c'est quelqu'un qui nous apporte. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui viennent de son côté. Donc voilà. Mais oui, je pense que c'était Théo effectivement qui nous en avait parlé la première fois. Et je me rappelle, maintenant c'est bon, ça me revient, quand tu m'as parlé de Théo à Cannes sur le balcon. Voilà. Et alors donc Spiral, donc vous décidez de le lancer concrètement en 2021, c'est ça? Et après, qui fait quoi finalement? Parce que donc à 4 têtes, c'est pas forcément facile de se partager les rôles. Est-ce qu'il y a chacun un peu son domaine de prédilection? Alors moi, je viens pas du tout du milieu du jeu au niveau professionnel. Moi, j'ai une formation très scientifique à la base, et puis ensuite qui a dérivé vers une formation un peu plus financière, on va dire ça comme ça. Donc moi, j'ai tout de suite endossé la casquette plus administrative de la boîte. Théo, c'est le Théo qu'on connaît, donc avec toute son expertise d'auteur et toute son expertise de développement, lui nous apporte ce savoir-là. Mais en fait, chez Spiral, on prend les décisions à 4, on avance à 4 sur les projets, même si au quotidien, Yannick et Théo sont un peu plus en retrait parce qu'ils ont des activités qui sont un peu plus prenantes, on va dire ça comme ça. Et au quotidien, c'est Mathias et moi qui gérons, même si aujourd'hui, c'est plutôt Mathias qui a une grosse part de responsabilité. Ouais. Alors Mathias, que fais-tu dans Spiral Édition? Comme dit Guillaume, ce qui est important, c'est que toutes les décisions sont prises à 4. On se parle tous les jours, même si on est tous à des endroits différents de France, voire même Théo est à Bruxelles, Yannick au Japon. On arrive à s'organiser pour se parler tous les jours. On prend toutes les décisions importantes tous les 4. Tous les jeux qu'on a fait et qu'on va faire sont des jeux qu'on va porter tous les 4, et on a ce truc-là ancré de dire qu'il faut que ce soit un coup de cœur général de l'équipe entière. Et après, c'est juste que, effectivement, en termes juste d'organisation, aujourd'hui, moi, j'ai quitté mon travail il n'y a pas très longtemps, donc je peux me consacrer 100% à la boîte en ce moment, et c'est ça qui fait que je gère, on va dire, le quotidien de la boîte. À terme, en fait, l'idée, c'est que Guillaume et moi, on puisse effectivement 100% être sur Spiral si on peut l'être un jour. Et Théo et Yannick ont envie, en fait, ne seront jamais la caution, on va dire, le visage public de Spiral, ou là, sans pour autant le cacher. C'est juste que eux, ils continuent leur bonhomme de chemin sur leur activité principale. Et je dis ça, en fait, il n'y a jamais de certitude. En fait, ça se trouve, dans 15 ans, Spiral a changé, et puis il y aura d'autres personnes qui seront concernées. Voilà, donc on verra, mais en tout cas, pour l'instant, ça s'organise comme ça aussi parce que y a eu District Noir, il y a un 2e jeu en préparation. Mais en fait, il n'y a pas du travail non plus pour 4, en fait, on va dire à plein temps. Donc il faut aussi... donc on est organisé comme ça, mais vraiment en se parlant tous les jours, tout le temps, pour toutes les décisions importantes, quoi. Alors là, tu fais le lien tout de suite vers District Noir, on y vient donc. Donc comment c'est parti cette histoire de District Noir? Donc j'imagine sourcé au Japon par Yannick. Ouais. Et alors voilà, pourquoi ce premier jeu et comment vous avez travaillé autour de cette direction artistique qui a évolué en fait? Oui, c'est une histoire un peu particulière parce qu'en fait District Noir, c'est un jeu qui s'appelle en japonais Throne and the Grail, qui est en fait le marché japonais, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu moins, fonctionne d'une manière un peu particulière. En fait, les auteurs, la plupart du temps, même si il y a toujours des exceptions, mais c'est des auteurs qui publient leurs jeux à compte d'auteur.
en très peu d'exemplaires, généralement entre 300 et 500 exemplaires. Et ils les vendent eux-mêmes, ils font eux-mêmes les démonstrations, ils les vendent sur deux fois dans l'année ou plusieurs fois dans l'année sur des game markets, ce qu'on appelle. Donc il y a le Tokyo Game Market, mais il y a aussi d'autres game markets tout au long de l'année. Et en fait, quand ils ont fini une année, généralement, ils font un autre projet l'année d'après. Ils refont ce même système, puis il y a un autre projet l'année d'après, etc. etc. Ok. Et en fait, Throne and the Grail, c'est un jeu qui a 6 ans déjà, et qui en fait était passé inaperçu, plus ou moins, parce qu'en fait on a appris après qu'il y avait beaucoup d'éditeurs français qui l'avaient eu entre les mains il y a très longtemps, qu'il n'avait jamais passé le cut. Yannick en premier rideau, et puis même Théo, c'était marrant, qui adorait le jeu sous sa forme japonaise, et qui l'avait dans son sac, mais même pas pour essayer de le vendre ou quoi que ce soit, c'était plus de dire à des éditeurs qu'il aimait bien, ah vous devriez faire ça, c'est super. Et en fait ça n'avait jamais donné rien du tout en fait. Et quand on s'est mis autour de la table de se dire bah voilà, faut qu'on trouve un jeu, on a longtemps parlé, il y a des jeux qui satisfaisaient pas tout le monde, et bah c'était le premier qui avait autant de coup de cœur général dans l'équipe en fait. On s'est dit bah ok, on va le faire, c'est un vieux jeu, on contacte les auteurs japonais, on leur demande si on peut avoir au début 5 ou 6 pays en Europe, surtout la France et puis peut-être quelques autres pays. Ils nous disent ah dommage, on a déjà donné les droits à des Polonais pour l'Europe. Ok. Donc là on se dit ok, bon bah c'est dommage, mais on se dit on va checker quand même, et on se dit bah le jeu il existe qu'en Pologne, il n'existe pas, alors qu'ils ont les droits pour toute l'Europe, il existe qu'en Pologne, il est sorti il y a 4 ans. Il a l'air d'avoir disparu. On contacte les Polonais. On se dit bon bah est-ce que vous comptez faire le jeu ailleurs qu'en Pologne? Si c'est pas le cas, nous on est intéressés. Est-ce que vous accepteriez de nous le sous-licencier? Ils nous disent oui. Donc dans ce cas-là, on récupère des pays en Europe. Au début 4-5 et puis maintenant on a l'Europe entière depuis l'arrivée de District Noir, et on retourne voir les auteurs japonais. On leur dit par contre pour le reste du monde, là où vous avez encore les droits, on veut les droits. D'accord. Donc on a deux contrats en fait aujourd'hui sur le jeu. Et on se décide très vite sur un truc, c'est que le jeu, nous on le trouve parfait mécaniquement. Voilà, on n'a rien à dire en fait, on aime le jeu tel qu'il est. À un moment on a une petite velléité de se dire est-ce qu'on le porte à 3-4 joueurs, et puis finalement ça disparaît assez vite. Mais par contre on veut tout changer graphiquement. On veut en faire un nouveau projet. Alors justement, je suis curieuse de savoir à quoi il ressemblait en fait ce jeu, quelle thématique il portait. Alors la thématique de Throne and the Grail au Japon, c'était une thématique, comme son nom l'indique, où les 3 éléments à récupérer pour gagner, c'était des pièces du Graal. Et les familles de cartes 5, 6, 7, 8 qui étaient jouées, c'était des ménestrels, des chevaliers, des nobles et des fermiers, je crois. Quelque chose comme ça. Donc c'est un thème qui n'est pas nouveau, assez classique en fait. Classique, ouais. On avait eu envie de se démarquer de là-dessus. Le thème, pour la petite histoire, du jeu qui est sorti en Pologne était sur un thème du chocolat. C'est des plaquettes de chocolat qui sont récupérées. Voilà, tout simplement. C'est pas un thème qui nous a particulièrement transcendé au moment où on l'a découvert. Et donc on a eu pas mal de brainstorming sur le thème à y mettre, parce que on va pas se cacher, on va pas se mentir, District Noir est un jeu très mécanique, pour lequel effectivement on peut plaquer pas mal de thèmes dessus. Dès le début, avec mes 3 autres compères de Spiral, on avait quand même une vocation de donner une grande place aux illustrations sur les jeux qu'on allait faire, et de vraiment travailler sur cet aspect-là. De mémoire, je me rappelle qu'on avait du coup présélectionné, en tout cas imaginé 2 thèmes possibles pour District Noir. Un qui était plus des grands paysages, un peu presque post-apo de mémoire, quelque chose comme ça. Et un autre qui était le thème qu'on connaît à l'heure actuelle, sur un peu mafieux, un peu dockers, un peu ce genre de choses. Et c'est en identifiant un illustrateur, et là je laisserai Mathias raconter l'histoire de comment on a rencontré Vincent, mais c'est en travaillant avec Vincent et en lui faisant ces 2 propositions de thèmes que lui du coup très très vite a identifié déjà une dimension très technique, qui était que pour faire des paysages il aurait fallu avoir des cartes en format paysage, et que dans la rivière de cartes elles sont en format tarot portrait. Exactement, donc ça fonctionnait moins bien effectivement, et en plus de ça le thème de District Noir lui plaisait beaucoup plus en termes de l'inspirer plus. Voilà, l'inspirer beaucoup plus, ouais. Alors justement, cette rencontre avec Vincent Rocher est un peu particulière, tu nous expliques? Oui. On a beaucoup cherché parce que justement on avait un peu cette idée on voulait quelque chose que les gens avaient vraiment, c'est difficile à dire de dire jamais vu, mais en vrai quand même quelque chose qu'on trouvait qui ne ressemblait pas à ce que les gens proposaient en termes d'illustration. Donc on a beaucoup cherché, comme on fait d'habitude, Instagram, ArtStation, Twitter, voilà. Donc on se faisait des propositions, ça convainquait pas tout le monde, etc. Et puis moi il se trouve que
comme quoi des fois la vie est un petit peu étrange. Moi j'ai une petite fille qui va avoir 5 ans et il y a 2 ans elle rentre à l'école primaire et elle avait dans sa crèche une petite fille qui était devenue sa copine et on finit par rencontrer les parents de cette fille qui était la copine de ma fille à moi et en fait on discute qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., avec le papa de cette petite fille et moi je lui dis moi je suis éditeur, je viens de monter ma maison d'édition de jeux, là on va sortir un premier jeu, etc. Et il me dit moi je suis illustrateur et du coup généralement quand quelqu'un me dit ça dans ma tête, sans le dire parce que je reste poli, je me dis soit oui ça va pas être ce que je cherche ou je vais pas aimer ou machin, et par politesse je dis je regarderai, etc. Méfiance un peu. Et puis voilà, c'est ça. Et puis je regarde et puis finalement je rentre à la maison et je fais c'est quand même super en fait. C'est vraiment très beau, etc. J'aime beaucoup ce style, c'est un truc qui me parle tout de suite, que je trouve vraiment original. Là j'envoie un message assez rapidement aux 3 autres de Spiral et je leur dis regardez-moi ça, c'est quand même vraiment pas mal quoi. Et tout le monde tombe assez vite d'accord pour dire que c'est vraiment, ça colle quoi. Donc finalement on se retrouve à faire le jeu avec Vincent. Et lui, c'est Rocher. son premier jeu de société. Oui, c'est ça. Et ça nous tenait à cœur aussi de faire travailler quelqu'un qui avait jamais fait de jeu de société. Voilà, on va voir combien de temps on s'y tient sur nos projets, mais c'est aussi quelque chose qu'on cherche de vouloir faire ça. Pour la petite histoire, c'est marrant et je crois qu'on l'a jamais dit, donc ça fait une petite. Un scoop. Il avait fait une carte pour l'extension de Parks. Voilà. Ah ouais, mais okay. Voilà, pour lui c'était même pas du jeu de société, on lui avait commandé une illustration comme il peut faire pour une couverture de roman jeunesse. Il a fait beaucoup de presse. Vincent il bosse avec le magazine 21 qui est un magazine de reportage de fond avec des couves jeunesse. Il avait fait ce dessin pour Parks, il avait fait un peu des jeux de cartes de Hachette Heroes avec des jeux de bataille avec des dinosaures quoi, mais voilà des trucs ultra formatés quoi. Là vraiment c'est lui qui est, comme disait Guillaume, on lui a proposé 2 thèmes, il a choisi, il nous a fait des premiers essais, ça s'est vraiment passé très très bien et assez facilement, on a fait assez peu de retours au final. Ça a donné ça et on est content parce qu'au final lui m'a dit que sur tous ses projets il avait jamais entendu autant pu ressortir son nom en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça a vraiment marqué les gens. Et ça, c'était chouette, quoi. C'est vrai que le milieu, depuis quelques années, identifie beaucoup plus les différents acteurs d'un jeu. Enfin, les auteurs ont commencé à voir leur nom apparaître sur les boîtes assez rapidement, on va dire ça comme ça, même si ça a pris un peu de temps. Et les illustrateurs de plus en plus, les illustrateurs commencent à avoir aussi presque des communautés qui les suivent parce que maintenant on reconnaît facilement le trait de Vincent Dutrait ou ce genre d'artiste. Et Vincent était assez surpris de voir que son nom était cité dans les publications, les parutions, les prix. C'est vrai que parfois il faut les chercher, les noms d'illustrateurs, en même temps des bouquins. Il faut encore malheureusement, mais le milieu a pris conscience de ça depuis quelques années et c'est super chouette. Nous, on avait vraiment envie de mettre en lumière le travail de Vincent, donc ça a été super apprécié de sa part, je pense. Mais ce qui nous a... Enfin, moi personnellement, mais je pense que c'est partagé. Ce qui nous a vraiment fait très plaisir, c'est quand à Cannes, quelqu'un est venu nous voir en nous demandant est-ce que je pourrais avoir le contact de Vincent. Ok. Voilà, parce que quelque part, c'est aussi une reconnaissance de son travail de se dire que ça peut lui ouvrir des portes, ça peut intéresser d'autres personnes et éventuellement on peut le revoir sur d'autres jeux. Ouais. D'autant plus quand même qu'effectivement, premier jeu, nomination quand même à Cannes. Ça passe pas inaperçu, ça c'est certain. Donc, il y a eu une belle vous avez mise en fait lumière. Fort pour votre première. C'était une belle mise en lumière pour son travail, effectivement. Donc on est ravis de ça. On le remercie encore. Et une bonne mise en confiance aussi pour l'équipe de Spiral, pour le coup. Oui, maintenant il va falloir confirmer. Oui, du coup ça donne un peu la pression. Oui, c'est la partie un peu difficile, mais oui, non. Globalement, on est ravis du parcours, vraiment. Au départ, comme je disais, le but c'était de cocher la case. On a fait un jeu, c'est chouette entre copains, tous ensemble. Et finalement, il y a plein d'autres cases qui se sont rajoutées au tableau et on en a coché plein d'un coup. Et vraiment, on a dépassé toutes les espérances. Vraiment. Quel ressenti vous avez eu sur cette nomination ? En plus, un jeu de duel, ce qui est quand même un peu aussi... même si ça devient de plus en plus tendance quand même. Mais c'est rare que des jeux de duel soient nommés. Oui, le dernier, je crois que c'était Seven Wonders Duel. Il n'y avait pas l'initié à l'époque, donc c'était en catégorie expert. Il me semble que depuis, il n'y avait pas eu d'autres jeux à 2 nommés. Donc c'était, nous justement on n'y croyait pas pour ça d'ailleurs, en partie, pour 2 raisons en fait. Parce que quand le jeu commence à marcher, il y a plein de gens qui nous disent mais il y a une petite chance quand même, non ? Vous pensez pas que peut-être la nomination, notre distributeur, des potes autour de nous, tout ça, de nous on dit non jamais quoi. Déjà parce que c'est un jeu à 2 et que effectivement récemment aucun jeu à 2 n'arrivait à se glisser dans les trucs. Aussi parce qu'on trouvait que le jeu était à la fois avec un thème trop noir pour du grand public
mais il avait des règles beaucoup trop simples pour être en initié. Ouais. Donc en fait, on s'était dit, en fait, ça passera pas le cut pour ça. Et du coup, sur le moment de l'annonce, ça a été la surprise vraiment la plus totale, quoi. Puis il faut aussi dire qu'on était dans une année de jeu à deux où on avait en face du Splendor Duel, Tokaido Duo, si je dis pas de bêtises, Awale. Enfin bref, il y en avait plein. Donc effectivement, de se dire que ton petit bébé de jeu à deux peut rivaliser avec ces grands noms, non. On n'y croyait pas spécialement, non. Et c'est vrai que pour le coup, je crois qu'effectivement, le choix de l'illustrateur et de la direction artistique a été le bon outil. Ouais, c'est difficile de savoir ce qui a fait la différence. En plus, même quand on peut discuter avec des membres du jury, en fait, et c'est normal, hein, l'idée c'est pas de comprendre pourquoi, contre qui on a été préféré, tout ça, etc. Mais on aime à penser que le travail d'édition et d'illustration oui, effectivement, a pu faire la différence parce qu'il sortait un peu de l'ordinaire, parce que on a eu de la chance, en fait. On est arrivé à un moment au niveau de la sortie où il y avait, effectivement, on a été en concurrence après avec des jeux à deux un peu costauds, mais on est arrivé un tout petit peu avant, quoi. On a bénéficié de 2-3 semaines, en fait, où on était tout seul, et on a été vraiment très porté par BlackRock, notre diffuseur et distributeur, et on les remercie pour ça parce que ça a été fou, ils y ont cru vraiment très fort, et du coup ça a été ils ont su convaincre les boutiques de nous suivre, quoi. Donc voilà, et du coup on a eu ce moment de grâce un peu là pendant 2 semaines où il s'est passé un truc de ouf, et ça a joué sur la suite, c'est sûr. C'est-à-dire que vraiment le lancement a été dingue, et on espère que ça dure le plus longtemps possible, quoi. On va voir. Et l'avantage d'un petit jeu de cartes aussi, c'est que ça se vend assez facilement aussi, je pense, en boutique, mais de rien, Oui. sur un prix plutôt boutique intéressant. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait moins de risques à prendre le truc. On était à Vichy une semaine avant la sortie pour présenter le jeu à toutes les boutiques. Toutes les boutiques repartaient avec le jeu dans le sac. Donc du coup, voilà, il se passait un truc. Ils pouvaient pas être au courant que le jeu sortait. Donc après, il fallait aussi être convaincu. Mais ils ont moins tenté le coup, en fait, je pense. Et il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis comme tu disais, BlackRock qui a cru dès le début. Même on a été presque surpris qu'il soit aussi convaincu que ça. On était ravis, hein, et nous on y croyait fort. Mais je me rappelle des premiers rendez-vous avec BlackRock, et effectivement quand on a eu leur premier retour et qu'on a signé le contrat, ils se sont engagés sur des quantités qui étaient au-delà de nos espérances. Bien au-delà de nos espérances, et tout de suite il a été poussé, il a été effectivement mis à Vichy dans les sacs boutiques, BlackRock a fait un énorme boulot dessus, et je les remercie aussi également pour ça. Alors là, on est à combien d'exemplaires vendus ? Vendus aux boutiques, on est autour de 40 000 en France, et on a à peu près la même quantité au global à l'export, donc on est autour de 80 000 en tout. Ok. Et donc il est exporté dans combien de pays ? Alors il y a 14 pays qui ont signé officiellement. Il est disponible en Allemagne, Espagne, Italie, République tchèque, Hongrie, États-Unis, Corée, Japon bientôt, Brésil. Donc il va ressortir au Japon Oui. sous cette forme. Ouais. Il y a une petite histoire un peu rocambolesque, mais oui, il va ressortir au Japon sous la forme de District Noir. Ok. Voilà, parce que l'éditeur japonais a aimé la version District Noir. En tout cas, il a préféré la version District Noir à la version Trondheim de Grail, et donc il nous a demandé s'il pouvait sortir la version District Noir. Donc il y a eu un accord avec lui, et évidemment on a accepté. Et alors du coup je suis curieuse, les auteurs, ça se passe comment quand c'est comme ça ? Du coup les auteurs ont leur mot à dire dans une réédition avec une autre direction artistique ? Il y a une consultation où en fait ils vendent leurs droits ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des négociations particulières avec les auteurs ? Alors rappelez-moi leur nom parce que moi je suis incapable de le dire. Alors le jeu est de Naoshi Mamura et Nobutake Dogen. Merci. Voilà. Et ils signent les droits, c'est-à-dire qu'en fait les droits appartiennent à l'éditeur, hein, qui, bien sûr, de toute façon dans les faits, de manière assez logique, il y a une consultation. Enfin, c'est-à-dire qu'au-delà de la consultation, c'est plus on fait ce qu'on a envie de faire, on leur montre par politesse ou voilà, s'il y a vraiment un no-go, on l'écoute. Mais globalement, il n'y a pas de raison, entre guillemets, que c'est possible, hein, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal de ce côté-là, on va dire. Ouais. Et puis, de manière générale aussi, ça dépend de la relation et de l'implication des auteurs dans le travail d'édition. Je pense que la manière dont on fonctionne, nous, c'est qu'effectivement, on consulte les auteurs sur ce genre de décision, et on présente les assets graphiques avant d'appuyer sur n'importe quel bouton. Il se trouve que les auteurs japonais sont un peu moins regardants, on va dire, que peut-être les auteurs européens, les Français en général. Ils ont tendance à signer les droits et à plus s'occuper du tout du travail d'édition derrière. Donc il y a une forme de lâcher prise de la part des auteurs japonais de manière générale. Alors je fais déjà une généralité, mais c'est peut-être pas le cas pour tous, mais on avait transmis les assets aux auteurs pour leur montrer. Et chez l'éditeur japonais, c'est lui qui est revenu naturellement vers nous
pour nous demander s'ils pouvaient utiliser les illustrations de District Noir. Oui, en fait, de manière plus globale, on pourrait en parler des heures de ça, mais moi j'ai tendance à estimer, et c'est pas pour dire de mettre l'éditeur avant l'auteur, et il en est hors de question, mais c'est plus que pour qu'un jeu fonctionne, il faut que l'éditeur puisse se l'approprier un minimum, parce que c'est aussi lui qui va le défendre, voilà, autant que son auteur, autant que son distributeur. Donc il va le porter pendant plusieurs mois. Va le porter pendant plusieurs mois, voire des années, et du coup en fait à un moment, c'est toujours pareil. Nous quand c'est un peu un red flag pour nous, un auteur qui va nous dire je vous présente un projet, ça peut pas changer de thème. Parce qu'en fait, non, moi j'ai peut-être envie de changer de thème et je dis pas que je vais le choisir tout seul, on peut en parler ensemble, mais juste il faut que je puisse me placer moi en tant que porteur du projet et aussi décider des choses pour que j'y croie en fait tout simplement. Et ça peut voilà, c'est un peu ce genre de choses de se dire qu'en fait c'est un travail commun avec des décisions communes évidemment. À la fin, l'éditeur a souvent le dernier mot parce que c'est lui qui pousse le bouton de la production, donc voilà, mais ce sera jamais fait sans consultation, on va dire. Oui, et puis le changer de thème, c'est pas une fin en soi. Hein. On dit pas qu'on va changer le thème de toutes les choses qui nous passent dans les mains. Mais effectivement, des fois, il y a des travails de réflexion, des logiques de lien entre le thème et la mécanique, des logiques de marché, même si j'aime pas cette expression. Mais voilà, il y a un moment où il y a une réflexion qui doit être faite autour du thème. Bien souvent, j'imagine que le thème ne change pas. Quand le thème doit changer, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait de concert, en consultation, et que toutes les parties impliquées soient à l'aise avec ça. Ouais. Pour finir sur District Noir, là pour le coup, il y a une nouvelle nomination, c'est au Flip. Tout à fait, donc, effectivement. Le jeu est nommé dans la catégorie divertissement, si je ne me trompe pas, je confonds un peu les catégories. Ouais, c'est possible. Je vérifie mes notes. Oui, c'est ça, divertissement. Ouais. Et on est hyper contents. De toute façon, dès qu'il y a ce genre de nouvelles, de voir notre travail, le travail de tous reconnu, c'est hyper chouette. Je crois qu'on est en concurrence contre des choses du lourd, je crois. Donc, mais bon, on a l'habitude, hein. on a perdu contre Acropolis, donc voilà, mais ouais, ça va être chouette. Nous, on n'y est pas au Flip, mais BlackRock y sera pour nous et on espère l'emporter. Longue vie en tout cas à District Noir. Et alors, donc la suite pour Spiral Edition, c'est quoi? Donc j'imagine que voilà, l'histoire de District Noir vous a porté. Il y a des projets qui sont déjà bien entamés. Oui, il y a un jeu en fait qui est signé, qui est en finalisation de développement. On commence à recevoir des illustrations. On n'a pas de garantie sur la date de sortie, donc je ne vais pas m'avancer là maintenant, mais c'est pour 2024, globalement donc plutôt début d'année 2024, on va dire. On verra. On verra à Cannes, donc. Donc tu voilà, peux nous en parler quand même. En début d'année 2024, donc il est fort possible qu'on en entende parler à ce moment-là, mais pour le moment, effectivement, il n'y a rien encore de calé à 100%. Ouais. Mais pour étendre un peu plus le propos, de toute manière, on n'est pas parti sur un rythme de sortir 5 jeux par an. Donc en 2023, il n'y a pas eu de jeu Spiral, et il n'y en aura pas. Et en 2024, on a ce projet-là, et pour le moment, on n'en a pas d'autres. Donc on verra. Alors je suis curieuse, je veux en savoir un petit peu plus sur ce nouveau jeu. On ne peut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, on préfère un peu maîtriser le moment où on va dire des choses, sans pour autant cacher tout ça, mais... ce qui est sûr, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un jeu à deux. Voilà, encore. Voilà. On voulait pas nécessairement partir sur quelque chose comme ça. On voulait pas même. Mais bon, il se trouve que les coups de cœur, c'est comme ça en fait. Okay. Quand on voit un projet et qu'on est tous d'accord pour se dire, là, il y a une évidence. Voilà. Donc sur le troisième, on essaiera de se décaler sur autre chose que du jeu à deux. Est-ce que c'est un jeu sourcé au Japon ? Alors, c'est un jeu japonais, pas spécialement sourcé au Japon, mais c'est un jeu japonais. Enfin, en tout cas, l'auteur est japonais. Ouais, d'accord. Ouais. Depuis cette interview, Spiral Edition a annoncé la sortie de Boréal pour le Festival international des Jeux de Cannes en février 2024. 2 femmes aventureuses explorent les ruines du monde antique à la recherche de connaissances. Revenons à l'interview. Comme dit Mathias, sur les prochains projets, on ne voudrait pas qu'en fait Spiral devienne la boîte qui fait des jeux d'auteurs japonais à deux, même si les jeux d'auteurs japonais à deux sont excellents, mais on ne veut pas avoir se fermer des portes. Cette étiquette, on va dire, voilà. Donc on travaille fort pour essayer de trouver quelque chose qui soit plutôt un 2-4 joueurs, quelque chose de... Quelle est justement un petit peu la ligne éditoriale de Alors Spiral. La ligne éditoriale, déjà on sait ce qu'on ne veut pas faire. On n'est pas sur du jeu enfant, on n'est pas sur du jeu ambiance, on n'est pas sur du jeu d'association d'idées. En fait, on est joueur déjà avant tout, et même si moi je suis plutôt habitué à des jeux un peu costauds, un peu gamer, un peu plutôt dans la catégorie expert en général, Spiral n'a pas le savoir-faire ni les reins aujourd'hui pour se lancer dans ce genre de choses, ni n'est pas designé pour, parce que comme on le disait, il y a Mathias qui est à 100%, mais c'est à peu près le seul, donc du coup ça demande énormément de travail et c'est encore pas possible pour nous.
mais on cherche en fait quelque chose qui soit plutôt, si on veut réutiliser les catégories de l'As d'or, ce serait quelque chose entre le familial et l'initié par exemple. Ce qui nous a plu dans District Noir et ce qui nous a plu dans le second jeu, c'est ce côté règles simples, mais pour autant avec une grande profondeur de jeu, des côtés un peu malins, des côtés un peu où si je fais ça avec ça, ça fait de la magie, c'est cool. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui nous plaît. Moi, c'est ça qui me plaît en tant que joueur, même quand je joue à des jeux comme District Noir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les règles sont simples, on se l'approprie rapidement, mais quand on a envie de creuser un peu, il y en a sous le capot. C'est ça qui me plaît en fait. Ok, et donc la suite, là c'est déjà ce jeu 2024, vous en avez déjà un autre sur le feu? Non. Ok, Ouais, donc on recherche. Il y en a qu'un, donc on recherche la suite, quoi. Et par exemple sur un festival là, comme là à Paris Ludique, vous recevez par exemple des auteurs, des prototypes. C'est essentiellement ça en fait. Okay. On voit des auteurs ici, on va en revoir. Moi j'en reverrai sûrement à Vichy, on va en revoir à Essen, voilà, et puis on enchaîne quoi, jusqu'à trouver le bon projet quoi. Oui, puis c'est aussi une manière pour nous de rencontrer des auteurs, ne serait-ce que pour se rencontrer physiquement, se voir, parce qu'on est un peu éclaté aux quatre coins du monde, un au Japon, un à Bruxelles, un à Paris, un à Toulouse, donc on n'est pas ensemble, et c'est aussi l'occasion de se voir nous déjà entre nous, mais aussi de rencontrer des auteurs physiquement, parce qu'on passe énormément par des mails, et c'est très informel. Enfin, Spiral est encore pas spécialement connu et identifié, je pense, ou alors peut-être qu'avec la sortie de District Noir et cette nomination, ça nous a un peu mis en lumière, mais on n'est encore pas suffisamment, je pense, identifié auprès de tout le monde, donc on essaye de rencontrer les gens, mettre un visage sur un nom, discuter, échanger, justement faire passer un peu des messages sur ce qu'on cherche, et ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Voilà, donc on rencontre des gens, on joue à des protos, on passe des bons moments, et de temps en temps, j'espère, on arrive à trouver des choses qui nous plaisent. Ok. Mathias, tu veux me parler un petit peu de la radio des jeux? Je dérive un petit peu, puisque voilà. Avec plaisir. Savoir, donc ça se relance bien là. Oui, alors bien, c'est un bien grand mot. Bien. Non, mais j'ai un badge là. Il y a Antoine qui nous a amené un joli badge, Antoine Boza, là, c'est chez lui que ça enregistre, c'est lui qui fait toute la logistique. Il a fait redessiner le logo par Pierrot, donc c'est hyper chouette de voir ça. Et on a des t-shirts et tout, c'est cool. J'adore Pierrot. Et on relance, oui. C'est-à-dire que il y a eu un épisode en 2020. On est en quelle année là? En 2021, je crois, non? Il y a eu un épisode en 2022. Là, on vient de faire un épisode et il y en aura un autre en novembre là. Donc c'est pas non plus un rythme incroyable quoi. Okay. Mais c'est comme ça, c'est difficile de se rassembler. Fred, qui est celui qui a lancé la radio des jeux il y a très longtemps maintenant, il habite à Strasbourg, c'est plus difficile pour lui de venir là où on enregistre, etc. Donc on aimerait en fait se voir tout le temps. Pour nous, la radio des jeux, c'est important qu'on soit en live. On n'a pas envie de faire ça en visio, par truc interposé, au contraire de Playback, qui est l'autre projet que j'ai lancé avec Fred et Rexou, où là on peut le faire à distance, etc. Il n'y a pas de problème. La radio des jeux, c'est vraiment, voilà, on a besoin d'avoir les invités face à nous, que ça dure longtemps, que ça dure, voilà. On est hyper content à chaque fois qu'on se revoit, mais la logistique est compliquée. Voilà. Oui, je veux bien croire. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir d'écouter et de se réunir aussi, d'avoir des belles chroniques. C'est gentil. Souvent, les épisodes, comme on a le temps de développer, en fait, on se voit à quel point c'est hyper riche, en fait, même pour nous. Là, le dernier épisode, moi-même, j'étais surpris parce que je me disais, mais je vais pas voir où est-ce que ça va aller totalement. Cet épisode en partie sur les IA, voilà, avec Étienne Mineur et Emmanuel Rosoy, et c'était fou, quoi. En fait, il y avait plein de sujets qui ont été soulevés, qui étaient vraiment super, quoi. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ça laisse le temps vraiment Alors moi, je l'écoute en plusieurs fois parce que je l'écoute dans ma voiture, mais n'empêche, entre deux écoutes, ça me faisait réfléchir à des trucs, et c'est super intéressant, en tout cas, de pousser des thématiques comme ça, c'est voilà. Donc, je vous invite à en faire plus souvent. Carrément. On va essayer. Je vous propose qu'on termine par un petit jeu de portrait chinois. Allons-y. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu? Deck building. Très bonne question. Si je dois en choisir qu'une de mécanique de jeu, je vais dire... c'est pas forcément celle que tu aimes, c'est celle qui te correspond aussi. C'est celle qui me correspond. Moi, j'aime les jeux de cartes. C'est bizarre de dire les combos, quoi. Ça marche pas parce qu'en fait, tu combattes avec tout. Mais non, j'ai envie de dire. Allez, si je dois vraiment choisir, ça sera le draft. Ouais, le draft. Ouais, le draft, c'est super intéressant. Puis on peut drafter des cartes, mais aussi des dinosaures, plein d'autres trucs. Si vous étiez un mode de jeu, plutôt du mode solo
alors duel, coopératif, semi-coopératif parfois aussi. Compétitif tous les jours, moi. Compétitif, ouais. Ah ouais, compétitif. Ouais. Compétitif aussi. Ouais, je prends du plaisir à jouer en coopératif, mais un peu plus de plaisir à pas nécessairement pour gagner, mais juste à essayer de computer pour arriver à un truc un peu dans mon coin. J'aime bien ça. Alors, si vous étiez un illustrateur de jeux de société, qui vous aimeriez être ? C'est dur, c'est très très dur. J'aime beaucoup ce que fait Vincent Dutré. J'aime beaucoup ce que fait Nayad. Je dirais Nayad, ouais. Et ben moi, je vais dire Maud Chalmel. Parce que du coup, j'aime bien ce qu'elle a fait sur plein de projets, je crois. Voilà, donc j'aime beaucoup ce que fait Maud. Ouais. Du coup, maintenant, j'aimerais bien que vous me donniez tous les deux un nom de quelqu'un que vous aimeriez entendre à mon micro pour un prochain podcast. Est-ce que tu as déjà reçu les catch-up ? Non. Et ben voilà. Les catch-up. Seb et Clément, extraordinaire. D'accord, merci. Et moi, je vais citer Corentin Lebras. Ok, Voilà. c'est pas fait encore. Voilà, Ok. J'espère que... Parce que nous, on l'a reçu dans le dernier épisode de Playback et c'était passionnant. Et du coup, ça a encore un autre parcours. Alors oui, là, on cite les copains, mais bon, ça peut être un chouette moment. Ok, super. Merci à vous deux. Alors, je vous propose qu'on termine cet épisode par notre phrase habituelle. Donc, je vais vous dire, au jeu de Spiral Edition, tu joues ou quoi ? Et le tu joues ou quoi, on le fait ensemble. Ça marche. Okay. Alors, au jeu de Spiral Edition, Tu joues ou quoi ? J'espère que cette interview des cofondateurs de Spiral Edition vous a intéressé. Je vous invite à partager le podcast sur vos réseaux et à en parler autour de vous. Le dernier épisode de l'année sera consacré à Antoine Prono, traducteur spécialisé dans le jeu de société et qui sort son premier jeu en qualité d'auteur très prochainement. Restez bien à l'écoute.